Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Socio-anthropologie des mondes méditerranéens. Le but de cette collection, fondée et dirigée par Pierre-Noël Denioy, est de valoriser et de diffuser les travaux de chercheurs en sciences humaines et sociales portant sur les territoires méditerranéens, Maghreb, Proche-Orient, rive nord et sud-est de la Méditerranée. La dimension socio-anthropologique est le garant d'une attention portée aux populations, à leurs usages, à leur système de valeurs et au lien social qui structure un projet de société. Cette perspective peut judicieusement se superposer avec des approches historiques, juridiques, politologiques et économiques des mondes concernés. Sur les bases géographiques et disciplinaires ci-dessus décrites, la collection abrite des thématiques aussi variées et complémentaires que monde rural et agricole, dynamique urbaine, entrepreneuriat et accès à l'emploi, développement social, sociabilité et solidarité, politique publique et espace privé, réforme et réformisme, socio-anthropologie du droit, sociologie de la santé, recomposition de la famille. Ces travaux peuvent être monographiques, axés sur un pays en particulier, ou plus précisément comparatifs, approche croisée sur les sociétés, analyse des interdépendances entre les deux rives. Introduction. Processus d'identification en Méditerranée. Siem Najar. Qu'est-ce que la Méditerranée? 1000 choses à la fois, non pas un paysage, mais d'innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plonger au plus profond des siècles, jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. C'est rencontrer de très vieilles choses, encore vivantes, qui côtoient l'ultra-moderne. À côté de Venise, faussement immobile, la lourde agglomération industrielle de Mestre. À côté de la barque du pêcheur qui est encore celle d'Ulysse, le chalutier dévastateur des fonds marins ou les énormes pétrolières. C'est tout à la fois, s'immerger dans l'archaïsme des mondes insulaires et s'étonner devant l'extrême jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous les vents de la culture et des profits qui depuis des siècles surveillent et mangent la mer. Fernand Braudel dire « La Méditerranée, tome 1, L'espace et l'histoire Paris, Arts et métiers graphiques, 1977, page 8. Penser la Méditerranée, sous l'angle du processus des constructions identitaires et des nouvelles formes de liens sociaux, nous situe d'emblée dans une perspective interdisciplinaire sensible au caractère complexe qui a toujours caractérisé cet espace de contacts humains. Dans une époque de plus en plus marquée par des vicissitudes socio-économiques, politiques et culturelles, le bassin méditerranéen se voit protagoniste de conflits sociaux et de nouvelles agrégations multiformes affectant le sentiment d'appartenance et d'identité. Cette situation nécessite une attention particulière à des problématiques actuelles profondément ancrées, dans une histoire riche et mouvementée. De telles problématiques aussi variées que les négociations et les stratégies identitaires, la dignité de la personne humaine, la citoyenneté, la tolérance, le rapport à l'autre, l'altérité, la culture de l'accueil, etc., sont autant d'objets de discours et de débats placés au centre de la scène politique, mais aussi scientifique. Ce choix d'une question de nature géostratégique est loin d'être arbitraire. Elle est placée au cœur du débat politique, économique, culturel et social, face aux incertitudes provoquées par la mondialisation et la globalisation. Comment la problématique des stratégies identitaires en Méditerranée sera-t-elle appréhendée dans une perspective socio-anthropologique sensible aux transformations actuelles qui traversent les sociétés contemporaines? Et dans cette perspective existe-t-il des stratégies identitaires spécifiques aux deux rives de la Méditerranée, qui s'incluraient comme sous-ensemble d'une identité méditerranéenne complexe? Pour rendre compte d'une telle problématique dans sa complexité, les contributions rassemblées dans cet ouvrage ont développé des pistes de réflexion qui révèlent que 1. La Méditerranée représente un terrain d'observation exemplaire pour montrer comment le processus de constructions identitaires s'exprime aujourd'hui à travers l'imbrication d'une panoplie de composantes sociales fondamentales. Les mobilités spatiales, Elisa Tizzoni. Les transformations institutionnelles, Marina Casula, Milena Lakmanovic et Belgin Bilge. Les groupes souterrains ou informels, Pierre Bertoncini et Marta Maya.
les pratiques artistiques Pierre Bertoncini, Ahmed Khouya et Hamdi Ounaina, les pratiques corporelles Martha Maya et Monia Lacheb, et les pratiques religieuses Fatia Kaou. 2. L'ère méditerranéenne se présente comme une trame identificatoire, en quelque sorte, composée d'une diversité de groupes d'appartenance, auxquels correspond une identité imposée ou héritée, et de groupes de référence permettant de forger une identité visée, qui favorise la construction d'une identité du choix. 3. La notion d'identité, telle qu'elle est développée dans le cadre des différentes contributions, n'est ni assignée ni subite. Elle est le résultat d'un travail réflexif sur soi. Plus concrètement, il s'agit d'appréhender les différentes manifestations d'une identité négociée qui caractérisent la multiplicité des adhésions, l'imbrication des diverses formes d'appartenance et la complexité des liens sociaux. Dans cette optique, l'accent a été mis sur la logique d'identification, M. Maffezoli, à l'œuvre dans plusieurs pays méditerranéens qui traduit une identité plurielle, multiple et mouvante. En somme, la réflexion sur les processus d'identification dans le pourtour méditerranéen est une manière de traiter ce qui est convenu d'appeler « identité », dans sa concrétude, c'est-à-dire telle qu'elle est construite et telle qu'elle est perçue par les différents acteurs sociaux concernés. Comment peut-on appréhender la question identitaire sur le pourtour méditerranéen, en tenant compte de sa diversité sociale ? Quel rôle joue la diversité culturelle au niveau des négociations identitaires et des représentations de soi et de l'autre ? En quoi le travail permanent sur soi est-il le reflet d'un imaginaire social à l'œuvre en Méditerranée ? Ces différentes questions ont orienté les contributions présentées dans cet ouvrage dans le cadre de 2 axes thématiques. 1. Les ancrages méditerranéens des identités communautaires. La question de l'identité est appréhendée à partir des stratégies identitaires mises en œuvre dans plusieurs espaces socioculturels du pourtour méditerranéen. La France, l'Italie, la Turquie et le Maghreb. Ainsi, en focalisant l'attention sur le processus de Matignon, 1999 à 2002, Marina Casula a montré que la question de la reconstruction de l'identité corse est placée au cœur de ce processus. Tout a commencé en 1999 lorsque le Premier ministre Lionel Jospin s'est adressé aux élus de l'Assemblée de Corse pour les impliquer dans la conception d'un projet qui vise à résoudre les problèmes de l'île qui passait par une période de trouble, en respectant son identité. L'accent a été mis sur la place qu'occupe la référence à la Méditerranée dans le projet en question. Pierre Bertoncini analyse l'identité corse sous un autre angle de visée. Son champ de prédilection est une forme d'expression artistique underground, représentée par les graffitis figuratifs. Ainsi, a-t-il focalisé l'attention sur 2 figures représentées par cette expression artistique déviante de marquage du territoire qui sont en concurrence pour représenter l'être corse. Il s'agit du Ribelou, le militant clandestin du Front de Libération Nationale de la Corse, FLNC, et du fumeur de pétards. Ces 2 icônes ont été analysées pour comprendre selon quelle dynamique l'identité et le lit social sont représentés dans une société méditerranéenne contemporaine. En s'interrogeant sur la dimension méditerranéenne de la Ligurie, Elisa Tizzoni nous propose une autre approche de l'identité. En fait, l'auteur s'intéresse au degré de méditerranéité de cette région à partir de l'analyse des indicateurs démographiques, les caractéristiques de la population et le phénomène migratoire, économique, les relations commerciales liguriennes, spatiales et morphologiques, l'emplacement géographique. Milena Lakmanovic nous propose une lecture comparative du processus de construction identitaire à partir de l'analyse des interprétations sociales, politiques et juridiques différentielles du droit de la famille et du statut personnel dans les 2 rives de la Méditerranée, en France et au Maghreb. Dans une telle perspective, la famille en tant que structure première de la construction identitaire se présente comme un prisme essentiel pour la compréhension de l'évolution des identités et des liens sociaux en Méditerranée. Au-delà des approches dichotomiques qui traitent les identités familiales en Méditerranée sur la base d'une opposition entre structures orientales et structures occidentales, l'auteur développe une perspective qui privilégie les interactions juridiques et le rapprochement des normes en matière de statut personnel en montrant comment les politiques publiques et la juridicisation font évoluer le droit de la famille vers une plus grande mixité euro-méditerranéenne. Quant à Belgin Bilge,
Elle a abordé la question des transformations identitaires en Turquie du XXIe siècle au prisme des médias traditionnels et des nouvelles technologies. L'intérêt de cette contribution réside dans le fait qu'elle appréhende l'identité turque dans sa pluralité, à partir de la consommation médiatique des citoyens turcs. En effet, en tant que pays européen, balkanique, moyen-oriental, asiatique et méditerranéen, la Turquie tiraillée entre l'Orient et l'Occident est caractérisée par une identité multiple. En focalisant l'attention sur l'intégration de la Turquie dans la société de l'information, l'auteur a montré que les médias ont joué un rôle de premier plan au niveau de l'accentuation des différentes mutations qui ont marqué la société turque, en provoquant le choc social, ouverture à des vies sociales différentes, le choc politique, la propagande, le choc culturel, le star system turc, le choc cinématographique, la suprématie de la télévision face au cinéma. Ce sont ces différents facteurs qui traduisent le rôle des médias dans la reconstruction de l'identité turque. L'intérêt de ces contributions regroupées dans le cadre de cet axe thématique réside dans le fait qu'elles nous proposent des grilles d'analyse différentes et des angles de visée divers pour examiner le processus d'identification en Méditerranée. Ainsi, les constructions identitaires ont été analysées dans leur complexité en tenant compte des dimensions institutionnelles, juridiques, démographiques, économiques et morphologiques. 2. Recompositions identitaires en Méditerranée. Les différentes contributions présentées dans le cadre de ce deuxième axe thématique nous offrent des terrains d'observation intéressants pour l'analyse des recompositions identitaires dans le bassin méditerranéen. Qu'il s'agisse des conversions religieuses, des pratiques corporelles ou des pratiques artistiques, l'accent a été mis sur le processus de déconstruction et de reconstruction identitaire qui traduisent les transformations sociales dans les deux rives de la Méditerranée. Pour ce qui est des conversions religieuses, Fatih Akaou focalise l'attention sur le protestantisme évangélique qui trouve dans le terrain libanais un lieu favorable de repli et de rayonnement pour l'évangélisation au Moyen-Orient. En fait, le Liban est caractérisé par une liberté religieuse et offre un terrain propice à la mouvance évangélique. L'auteur développe la question de la conversion en tant que procès d'individualisation, où le protestantisme évangélique serait un espace de reformulation identitaire. En s'inspirant de la grille d'analyse développée par Daniel Hervieux-Léger, l'auteur montre que l'appartenance religieuse prend la forme d'une ethnicité élective et ne peut plus être appréhendée en tant que résultat d'une simple transmission des parents aux enfants. Sur un autre plan, l'auteur nous invite à penser la conversion au protestantisme évangélique comme une réponse à la fragmentation identitaire observée au sein de la société libanaise qui ne dispose pas d'une instance unificatrice productrice de valeurs de cohésion et de lien social. La question des recompositions identitaires est appréhendée par Marta Maia, sous l'angle de l'identité homosexuelle au Portugal. L'auteur nous propose des pistes de réflexion intéressantes pour la compréhension des pratiques homosexuelles dans un contexte social homophobe et ultranormatif, où les pratiques sexuelles à risque sont considérées comme triplement transgressives. Par la pratique homosexuelle, le caractère anonyme, passager ou instable de la relation et la prise de risque par rapport au VIH. Ces pratiques transgressives sont interrogées dans un contexte social où les homosexuels tendent à se positionner en aspirant à plus de droits civils, de liberté et de reconnaissance sociale. Dans une telle situation, les homosexuels, et plus particulièrement les gays, expriment un désir d'insubordination et de libération par le sexe qui représente un facteur essentiel des pratiques sexuelles à risque. L'auteur montre que les homosexuels expriment une volonté à briser les normes de prévention qu'ils considèrent comme étant des règles imposées par le discours social normatif dominant, selon lequel la prévention s'exprime plutôt en termes de devoir, de se protéger et de protéger ses partenaires, que de choix délibérés. En focalisant l'attention sur l'expérience du corps de femmes tunisiennes qui s'investissent dans des sports de tradition masculine, le judo et le football de haut niveau, Monia Lacheb interroge les pratiques corporelles sous l'angle du corps comme enjeu des négociations de l'identité de genre. L'analyse apportée sur les pratiques sportives des femmes et leur impact sur les représentations du corps et l'identité sexuée qu'ils révèlent. En effet, les femmes sportives se trouvent confrontées à deux modèles de corps antinomiques. Le modèle du corps féminin socialement construit leur permettant d'expérimenter leur féminité, et le modèle du corps masculin célébré par la pratique sportive.
Les 2 derniers articles nous invitent à penser les transformations identitaires sous l'angle des pratiques et des expressions artistiques. À ce titre, Ahmed Khouya interroge les recompositions identitaires en Tunisie de l'après-indépendance en rapport avec la mémoire collective à caractère consensuel et sélectif. À partir de l'analyse d'un échantillon de films tunisiens, l'auteur s'intéresse à une forme de narration qui reflète un regard d'une génération d'intellectuels qui décrivent la réalité et révèlent une prise de conscience de soi comme sujet historique se prenant objet de sa propre quête et de son propre questionnement. L'accent a été mis sur le rôle que joue le cinéma engagé, dans la construction d'une mémoire collective qui s'oppose à celle produite par le pouvoir politique en place en vue de répondre à son projet de modernisation de la société tunisienne. Dans cette optique, l'expression artistique est appréhendée en tant que lieu conflictuel où se bricole et se négocie l'identité d'une nation, d'un pays ou d'une communauté. Enfin, en se penchant sur l'analyse du processus de construction et d'instrumentalisation du discours identitaire en Tunisie, Hamdi Ounaïna focalise l'attention sur les monographies des artistes de l'école de Tunis. Il s'agit de montrer comment ce groupe de peintres, en tant qu'artistes de l'État, se sont servis de leurs œuvres d'art pour traduire et diffuser le discours politique sur l'identité. L'auteur procède à l'analyse de ce qu'il appelle les stratégies de légitimation du pouvoir de jugement esthétique. Les différents articles rassemblés dans le cadre de cet ouvrage sont le fruit d'un échange intellectuel avec Aurélien Fouillé, chercheur au CEAQ, initié en marge de la première rencontre du programme de recherche que j'ai coordonné à l'IRMC sur le thème « La communication virtuelle par l'Internet et les transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée », qu'il trouve ici l'expression de mes vifs remerciements. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Arbi Dridi pour sa relecture des textes, et à Julien Denieuil pour son aide et pour la mise aux normes éditoriales du manuscrit. Enfin, mes remerciements s'adressent à tous les auteurs qui nous ont permis de jeter un regard comparatif sur le processus d'identification dans les 2 rives de la Méditerranée. 1. Les ancrages méditerranéens, des identités communautaires. Stratégies identitaires et transformations institutionnelles au cœur de la Méditerranée. Le processus de Matignon, 1999 à 2002, pour la Corse. Marina Casula. En 1999, alors que la Corse traversait une nouvelle période de troubles, le Premier ministre Lionel Jospin a entamé des discussions avec les élus de l'Assemblée de Corse afin que ceux-ci construisent un projet qui leur semble le mieux à même de répondre aux problèmes de l'île, tout en respectant l'identité de ce territoire. Il s'agissait de chercher à résoudre la question corse, et de tenter de clore 30 années de violence nationaliste. Les acteurs politiques corses ont donc participé à un processus délibératif, qui les a amenés à réfléchir à la signification du vivre ensemble sur l'île. Cette île a été définie comme le vécu des insulaires, leur culture, leur imaginaire, tous les comportements induits par la nature particulière de l'espace insulaire, du temps, de la société, et qui traverse ainsi et sous-tend tous les phénomènes, permet de penser de manière complexe le lien à la terre, la façon d'habiter et de vivre ce lieu si particulier. Il nous a semblé que cette reconstruction de l'identité corse était au cœur du processus de Matignon, qui devait aboutir à la modification du statut de la Corse, au-delà des enjeux institutionnels et les éclairant à la fois. Nous nous sommes donc intéressés au discours produit à cette occasion. La démarche socio-anthropologique nous a semblé la plus à même de cerner les diverses représentations émergeant à la faveur de cette nouvelle étape dans l'histoire de la Corse. Cette approche interroge donc le regard posé par ces acteurs corses sur les expériences vécues par les populations des autres îles de la Méditerranée, et plus particulièrement par l'île sœur, la Sardaigne. Pour ce faire, nous avons décidé de partir d'une définition ouverte de l'identité. L'identité est une définition possible d'un acteur individuel ou collectif. Cette définition se réfère à un certain nombre de critères. Or, il est rarement possible d'énoncer tous les critères utilisables. La nature des critères choisis permet alors de parler de différentes identités. Nous évoquerons donc ici certaines dimensions de l'identité corse, sans prétention aucune à l'exhaustivité, mais dans l'intention de comprendre en quoi elles interrogent ce vécu insulaire, et notamment, comment peut se construire, à travers un regard sur la Méditerranée,
une ouverture porteuse de créativité et de potentialité à explorer. Nous verrons donc ici quelles propositions de modifications institutionnelles ont été faites par les élus territoriaux, et comment celles-ci expriment leur représentation du vivre ensemble, pour ensuite questionner la place qu'occupe la référence à la Méditerranée dans ces choix, avant de voir quelles perspectives de coopération transfrontalière s'ouvrent pour incarner ce vivre ensemble, perçu comme une ouverture sur le monde et non une fermeture. Stratégies institutionnelles et logiques identitaires lors du processus de Matignon. Républicains versus autonomistes. Le 13 décembre 1999, Lionel Jospin réunit à l'hôtel Matignon 28 élus de Corse, représentant chaque niveau politico-administratif ainsi que les différentes tendances politiques de l'île. Au cours de cette réunion, il donne la parole aux élus de la Corse avant que tous ne travaillent ensemble à l'élaboration d'une méthode de travail, afin de mettre en place une démarche qui permette de donner une suite aux échanges ainsi initiés. Le Premier ministre laisse ouvert le champ des questions à aborder: développement économique, de l'aménagement du territoire, de la formation et de l'emploi, de l'identité, de l'organisation institutionnelle et administrative, mais sans limiter le champ de ces échanges ou donner implicitement un ordre de priorité. Il émet le vœu qu'au cours de cette démarche, qu'il souhaite ouverte et transparente, les élus ne soient pas les seuls à s'exprimer et que les habitants de l'île soient consultés. Alors que s'ouvre une période d'espoir dans l'île, le monde politique insulaire se mobilise donc pour répondre aux attentes formulées par le Premier ministre. Le 7 janvier 2000 a lieu la première réunion des élus de l'Assemblée de Corse, à l'initiative de son président José Rossi. Il s'agit de définir une méthode de travail pour aborder les thèmes suivants: développement économique, fiscalité, culture, institutions, afin de jeter les bases de ce que pourrait être un nouveau statut. Mais cette première réunion fait apparaître les premières divergences sur cet avenir institutionnel, opposant l'Assemblée de Corse et l'exécutif. José Rossi, DL, président de l'Assemblée de Corse, envisage une autonomie de la Corse dans la République, bien que ce mot puisse effrayer, car jusque-là l'autonomie a souvent été brandie comme une antichambre de l'indépendance. Jean Badjoni, RPR, président du Conseil exécutif, est partisan d'ajustements stratégiques, idée qu'il a déjà exposée devant les élus en septembre 1999. Quant à Paul Jacobi, également président radical du Conseil général de Haute-Corse, il se prononce pour une réforme institutionnelle. Lors de cette première phase du processus, dite Matignon I, le clivage entre républicains et autonomistes est le suivant. Du côté de Jean Badjoni et ses fidèles, on trouve les communistes et les radicaux de gauche, bien que ceux-ci ne soient pas unanimes, Paul Jacobi souhaitant se démarquer d'Émile Zuccarelli qui partage la même inquiétude face aux positions de José Rossi. José Rossi peut compter sur les suffrages des nationalistes de Corsica Nazione, des corsistes de Toussaint Luciani et de Philippe Secaldi. Simon Renucci et le groupe Corse social-démocrate se sont déjà prononcés pour une évolution institutionnelle. Simon Renucci est, dès le début de la démarche initiée par le Premier ministre, soucieux d'éviter les positions manichéennes entre pro- et anti-autonomie, son mouvement vise davantage à favoriser la réconciliation. Corse social-démocrate veut éviter un débat binaire pour ou contre l'autonomie. Ces élus sont persuadés que la réalité est plus complexe. Ces réunions vont conduire à la formalisation de propositions à transmettre au Premier ministre. Les 9 et 10 mars 2000, l'Assemblée de Corse se réunit. La première journée voit la présentation par chaque groupe de ses positions. Camille de Rocca-Serra, au nom du Rassemblement, rappelle la volonté de la majorité de ce groupe, soudé autour de Jean Badjoni, de ne rien céder sur la souveraineté nationale, alors que José Rossi, favorable à une certaine autonomie, a préféré ne pas déposer de motion. Jean-Guy Talamoni, au nom des nationalistes, appelle à un vrai consensus pour qu'une véritable majorité se dégage autour d'un projet commun. Mais ce jour-là, le seul à prononcer le mot tabou d'autonomie est le socialiste Laurent Cros, qui en fait un objectif. Chez les radicaux de gauche, c'est Paul Jacobi qui prend la parole à la place de Nicolas Alfonsi, pourtant président de ce groupe, hostile à toute évolution du statut de l'île. Il défend l'idée de la plus grande décentralisation dans la République française. Il s'est précédemment déclaré pour l'autonomie dans les médias locaux.
L'intervention la plus attendue est celle de Simon Renucci, le leader du groupe corse social-démocrate, qui a laissé entendre les jours précédents qu'il pourrait suivre les positions de Paul Jacobi. Il rappelle à la tribune sa volonté de ne pas se laisser enfermer dans une logique binaire et insiste sur la complexité de la réalité de la situation de l'île. 24 heures de discussion entre les groupes suivront. Finalement, les positions se rassemblent autour de 2 textes. L'un rédigé par Pierre Chaubon qui affirme la place de la Corse dans la République et se prononce pour un développement de la décentralisation. Cette motion rassemble la majorité des élus. L'autre s'appuie sur les propositions de Paul Jacobi et propose en filigrane la mise en place de l'autonomie de la Corse, même si, et c'est important de le souligner, ce terme ne figure pas dans la motion autour de laquelle il rassemble les élus nationalistes et corsistes. Mais au-delà des différences sur la forme institutionnelle d'un accroissement des compétences de la collectivité territoriale de Corse, CTC, c'est la question du vivre ensemble qui sépare les 2 projets. Se repose alors la question de la reconnaissance du peuple corse, qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, qui avait censuré l'article 1er du statut Joxe de 1991, qui stipulait que la République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français. Au-delà des questions institutionnelles, l'impossible peuple corse. Le 10 mars, les élus de l'Assemblée de Corse se réunissent à nouveau. Le vote sur les textes va avoir lieu, bien que tous sachent déjà qui votera pour quelle motion et qui s'abstiendra. Le tableau suivant présente la répartition des votes entre les 2 motions. Le clivage gauche-droite qui divise traditionnellement le système politique local est bouleversé. La ligne de fracture se fait autour du projet à mettre en œuvre pour l'île. La Corse peut-elle devenir autonome ou pas ? Tableau numéro 1. La répartition des voix en nombre sur les 2 motions. Les élus de l'Assemblée de Corse ont mis en avant dans leurs propositions la préservation de l'identité culturelle comme gage de l'union de la communauté insulaire. Il est donc logique que les 2 motions votées en mars 2000 à l'Assemblée de Corse et présentées à Lionel Jospin évoquent la question. 2 points méritent attention, parmi tous ceux qui ont été abordés dans ces motions. Si la question de l'enseignement obligatoire de la langue corse a fait l'objet d'un consensus chez tous les élus de l'Assemblée, ceux qui étaient contre acceptant de voter pour. En revanche, la question de la reconnaissance du peuple corse fait toujours débat et ce malgré le fait qu'elle avait été approuvée par les conseillers territoriaux. Les 2 motions adoptées en mars 2000 diffèrent fortement sur la question de la reconnaissance du peuple corse. Elles abordent la question en se plaçant dans 2 philosophies différentes. La motion majoritaire plaide pour une reconnaissance de la spécificité de l'identité corse dans la République française. Les Corses forment, dans la République française, une communauté vivante fondée sur son identité culturelle et linguistique ainsi que sur son attachement à notre île. L'Assemblée de Corse considère que cette communauté ne constitue pas juridiquement un peuple. La motion minoritaire se place, quant à elle, dans l'optique d'une reconnaissance officielle du peuple corse. L'Assemblée de Corse considère que le fondement de la personnalité corse et de sa reconnaissance a été affirmé par sa délibération du 13 octobre 1988, dans laquelle elle définit le peuple corse comme une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption. Le peuple corse s'inscrit dans la dimension humaniste, moderne et évolutive d'une communauté de destin, fondée sur la libre adhésion individuelle à une conscience collective et spécifique. Cette affirmation est le socle du pacte social qui doit intégrer sans distinction ni exclusion les hommes et les femmes qui veulent construire ensemble l'avenir de la Corse. La motion dite des 22 insiste certes sur les dimensions culturelles, culture, langue, identité, mais se projette dans l'avenir en insistant sur le pacte social de la société corse. La motion des 26 présente la communauté corse comme disposant d'une identité spécifique à faire valoir bien sûr, mais qui ne peut être séparée de la République française et de ses grands principes. Ces 2 motions sont présentées au Premier ministre lors d'une nouvelle réunion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.